Bonjour, bienvenue. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si seulement virtuellement. Je m'appelle Mark Black et aujourd'hui on va parler de la résilience. Puis je vais partager aujourd'hui un peu de mon histoire avec vous, mais c'est important avant que je commence de vous dire que la raison pourquoi que je partage l'histoire. La raison pourquoi que je partage l'histoire, c'est pas pour vous dire que tu as besoin de suivre mon exemple ou que moi je suis quelqu'un de, de, de particulier, mais seulement pour vous dire que les leçons, les principes que je vais vous partager aujourd'hui, ça vient de la vraie expérience. Ce sont des choses que j'ai appris à travers de mon expérience d'être malade, puis d'être à l'hôpital, recevoir mon greffe de cœur et ensuite courir des marathons. Et c'est des choses que je continue d'appliquer tous les jours. Je sais que ça marche parce que je les utilise encore. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vais être capable de vous partager des choses qui vont vous aider aussi. Alors, je vous demande d'essayer d'utiliser votre imagination et vous mettre dans l'histoire. De s'imaginer que toi, tu étais moi, que tu vis l'histoire avec moi. Et là, vous pouvez voir, faire les connexions entre ton histoire et les miens, entre vos défis et les miens. Et j'espère que vous allez être encouragés de savoir que si moi je peux passer à travers de ce que moi j'ai passé à travers, que vous autres aussi vous êtes capables de passer à travers ce que tu as besoin de passer à travers. Ça fait du sens? Bon, alors, imaginez-vous que tu es assis dans une salle d'attente à l'hôpital. Imagine que ça fait 3 semaines que tu es à l'hôpital. Ça fait 3 mois depuis que tu te sens comme toi-même. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te sens pas 100%, mais tu n'es pas encore sûr exactement qu'est-ce qui se passe et plus important, qu'est-ce qui va arriver après. C'est, mais dans quelques minutes, le médecin va rentrer, puis il va vous donner des conseils, il va vous donner les résultats des tests, puis il va vous dire qu'est-ce qu'il recommande de faire. Et tu essaies le plus que tu peux de te préparer mentalement, émotionnellement pour ce qu'il va dire, sans savoir ce qu'il va dire. Je crois qu'on a tous eu des expériences de la vie où on sait que tu ne sais pas encore comment, mais vous savez que la vie après aujourd'hui, après ce moment ici, là, ça va être différent. Combien d'entre nous ont déjà passé une expérience comme ça? Alors, c'est un moment comme ça. Finalement, après quelques minutes d'attente, le médecin rentre. Puis tout de suite, vous savez qu'il n'y a pas des bonnes nouvelles. Là, juste en regardant sa face. Il est assis à côté de toi, il y a une filière dans la main avec les résultats des tests qu'il a passés. Puis il vous dit quelque chose qui va changer votre vie pour toujours. Il dit, tu as besoin d'un greffe de cœur et de poumons et tu l'as besoin tout de suite. Et juste en une phrase, dans un instant, ta vie change pour toujours. Il vous explique que ton cœur est en train de faillir plus en plus gravement. Et vous allez seulement continuer de, de devenir plus en plus malade. Et que vous avez maintenant deux choix, un choix à faire, deux chemins que tu peux choisir. Chemin numéro un, c'est d'essayer d'avoir un greffe de cœur. Bon, malheureusement, c'est pas si simple que ça. Tout de suite, au Canada, il y a plus que 4500 Canadiens et Canadiennes qui sont en train d'attendre pour un greffe de cœur et poumon. Et malheureusement, depuis les statistiques, on va perdre 4 à 500 de ces gens-là. Ils vont mourir cette année, juste en 2023, parce qu'il n'y a pas assez de donneurs pour tout le monde qui a besoin des organes. C'est pour ça que moi, un de mes objectifs dans la vie, c'est de partager avec le plus de monde possible. S'il vous plaît, si vous n'avez pas déjà, parlez avec vos proches, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis à propos de les dons d'organes. Faites-vous votre choix de ce que tu veux faire si jamais quelque chose arrive. Moi, je vous souhaite une longue vie et que tu ne seras jamais dans une situation que tu pourrais être un donneur, mais
Malheureusement, des accidents, ça arrive des fois. Et si jamais que ça arrive, qu'est-ce que tu aimerais que les médecins feront avec tes organes? Moi, je suis ici aujourd'hui parce que quelqu'un a fait ce choix difficile-là. Une personne peut sauver la vie de 8 autres personnes et peut améliorer la vie de plus qu'une douzaine de personnes à travers des dons d'organes et tissus. Alors, s'il vous plaît, parlez-en avec ta famille. Bon, il m'explique que oui, on peut essayer de te mettre sur la liste d'attente pour un greffe, mais comme qu'on a dit, malheureusement, il n'y a pas assez pour tout le monde. Il y a grande chance que avec ta condition, comme fragile comme que tu es aussi plus petit que les autres. Moi, je suis 5 pieds 0, je pèse 120 livres. euh, Puis la plupart des donneurs sont plus des adultes qui sont plus grands. Leur poumon n'allait pas vite fitter dans votre corps. Grande chance qu'on ne va pas trouver une donneur à temps. Alors peut-être vous devriez penser à l'autre option. Considérer l'autre option. Bon, qu'est-ce qui est l'autre option? Il vient juste de me dire, tu as besoin de ça pour survivre. Il dit, ben, l'autre option, c'est que tu vas chez vous et que tu essaies de vivre une vie le plus normale possible jusqu'à temps que tu meurs. Et vous demandez, ben, comment longtemps que j'ai? C'est comment longtemps que je peux survivre si j'ai pas cette transplantation-là? Il dit, ben, c'est pas une science exacte, mais si j'aurais besoin d'estimer, je dirais que ça va prendre, t'auras à peu près 1 an, peut-être 1 an et demi. Imagine quand tu entends cette nouvelle-là, tu avais 23 ans. Bon, il y en a pour vous autres que peut-être 23 ans, ça sonne vieux, mais je vais vous dire que je vivais une vie pas mal semblable à la vôtre à ce temps-là. J'étais un étudiant à temps plein, j'avais un emploi à temps partiel, j'avais un chum que je pensais, on sortait ensemble, ça faisait 2, 3 ans, je pensais qu'on allait se marier, j'avais des plans pour le reste de ma vie, des rêves, des objectifs. Puis dans un instant, avec une phrase, ma vie était changée pour toujours. Quel choix ferais-tu? Qu'est-ce que tu penserais à ce moment-là? Comment est-ce que tu te sentirais? Comment est-ce que tu réagirais? Moi, je l'ai dit, moi, je ne vais pas aller à la maison puis attendre à mourir. Moi, je veux essayer au moins d'avoir un greffe. So, faut que tu as besoin de faire, moi, je vais être mis sur la liste d'attente. Et j'étais très chanceux que l'équipe à Toronto m'a accepté sur la liste. Alors, imaginez-vous là, quelques semaines plus tard, on a pacté nos valises. Moi et mon père, on a décollé de Moncton, Nouveau-Brunswick, jusqu'on demeurait. On a déménagé à Toronto pour être mis sur la liste d'attente. Quand j'ai arrivé là, ils m'avaient donné un pager, un beeper. Il y en a de vous autres probablement que c'est des technologies que vous avez jamais vues. Pour vous autres, regarde, c'était comme un cellulaire qui marche juste dans une direction. C'était commun avant que les cellulaires soient plus communs. Le monde portait ça dans leur poche ou sur leur ceinture. Si quelqu'un essayait de t'appeler, ça sonnait pour vous dire que quelqu'un t'appelait, puis ça montrait le numéro de téléphone. Là, tu trouvais un téléphone quelque part pour les appeler de nouveau. Alors, ils m'ont donné ça, puis on dit, quand ce que ça sonne, ça veut dire qu'on a trouvé un donneur pour toi, rentre à l'hôpital tout de suite, puis le greffe, ça va commencer. Ça sonnait simple. Mais comment entre nous, on sait que même si quelque chose est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. Alors, j'amène cette petite boîte-là à la maison, puis j'attends que ça sonne. Puis probablement, vous n'avez pas eu l'expérience-là, mais tu as déjà eu l'expérience d'attendre pour un appel important. Ou peut-être pour un texte de quelqu'un que tu aimes. En tout cas, vous savez qu'est-ce que c'est. Puis les premiers coups de semaine, j'attends sur le bord de mon siège tout le temps. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui sonne, un téléphone qui sonne ou un micro-ondes qui sonne. Si tu l'appelles, si tu l'appelles. Mais malheureusement, les semaines passent. Puis ça sonne pas. Des mois passent. Pas de nouvelles. On passe Noël à Toronto parce que je peux pas partir même pour une journée. Parce que si jamais que ça sonne, il faut que je sois à l'hôpital dans une période en dessous de 2 heures.
Ça, je peux pas aller trop loin. Après d'avoir attendu pour 3, 4 mois, la condition vient plus pire. Il vous explique que ton cœur a maintenant un problème jusque le rythme change avec pas d'avertissement et que tu as développé un rythme qui est des fois dangereux, que ton cœur bat très vitement, puis là, ça pourrait arrêter n'importe quand. Puis il vous explique qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils pourront faire, tu es déjà sur tous les médicaments que tu devrais être dessus. Alors la seule chose de faire pour te protéger, c'est de te surveiller 24 heures sur 24. Puis là, si jamais ton cœur arrête, ils pourront rentrer euh, puis essayer de sauver la vie. Alors, il faut que tu déménages à l'hôpital. Alors, imagine que tu repaques ton valise et que tu rentres à l'hôpital. Tu rentres dans une salle, une chambre avec 4 murs beige, un lit, puis une petite télévision de 9 pouces. Puis tu regardes autour, tu réalises, voici mon chez nous, voici ma maison. Pour les prochaines 2 semaines, 2 mois, peut-être 2 années, tu n'as aucune idée. Vous savez malheureusement que selon les statistiques, vous allez probablement mourir dans cette chambre-là. Comment tu te sentirais? Comment tu réagirais? J'aimerais bien vous dire comme conférencier, comme motivateur que j'étais positif, que j'ai vu le positif dans le négatif, ou je sais pas trop ce que je suis supposé de vous dire. En tout cas, c'est pas ça la vérité. La vérité, j'étais fâché. J'étais frustré. Je me pitié moi-même. C'est pas juste, hein, c'est pas fair. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ceci? Et pour des semaines puis des semaines de temps, je m'assis dans cette chambre-là, puis je vis la tête. Ça tournait, tournait, tournait constamment. Toujours négatif, toujours négatif, toujours négatif. Finalement, après 4, 5 semaines de ça, ma mère et mon père avaient changé de place. Mon père est retourné chez nous à Moncton. Ma mère est venue à Toronto pour être avec moi pour un petit peu. Puis c'est ma mère dans ma vie qui est la personne qui me dit la vérité. Elle me dit ce que j'ai besoin d'entendre et non ce que je veux entendre. Avez-vous quelqu'un de votre vie qui est comme ça? Peut-être un ami, un parent, un enseignant, quelqu'un. Il vous dit la vérité, même si c'est pas confortable. Ma mère est rentrée dans ma chambre un jour et elle a dit, Marc, il faut que tu fasses un choix. Tu peux choisir de continuer d'être fâché, d'être frustré, de se sentir comme victime, puis je comprends. Mais regarde, si tu continues de penser de même, de se sentir de même, où est-ce que vous allez être dans une semaine, ou 2 mois, ou 3 mois, ou un an? Ben, vous allez être encore dans cette chambre ici. Mais tu seras plus découragé, plus frustré, plus triste que tu es aujourd'hui. So, regarde, fais ce que tu as besoin de faire, mais si moi je serais toi, je commencerais à changer ma mentalité. Je commencerais à garder pour les choses qui vont bien au lieu des choses qui vont mal. J'essaierais d'avoir les choses euh, qui... J'essaierais d'avoir mes opportunités moins que mes obstacles. Je mettrais mon attention sur les choses que je contrôle et non les choses que je ne contrôle pas. Bon, combien d'entre nous diraient que ça, c'est pas mal des bons conseils? Mais combien de vous sont comme moi, puis des fois, quand quelqu'un essaie de vous dire, c'est de partager quelque chose comme ça, ou vous donner des conseils, puis t'es pas dans la bonne mentalité, t'écoutes pas, surtout avec les parents. Moi, je me rappelle, ma réponse à ma mère cette journée-là était comme, whatever, mom. Whatever, tu me comprends pas. C'est pas toi qui es assis dans cette chambre ici. C'est pas toi qui es malade. Toi, tu comprends pas ce que moi, je suis en train de vivre tout de suite. Puis ma mère était très patiente. Elle a juste sorti de la chambre et elle m'a donné l'espace
pour absorber ce qu'elle venait de me dire. Puis ça prenait 2-3 semaines. Ça m'a pris 2-3 semaines avant que ça a vraiment rentré. Et j'ai réalisé le premier principe que je vais vous partager aujourd'hui. Si qu'on va être plus résilient dans la vie, si qu'on va passer des obstacles qui vont nous rencontrer, faut qu'on apprenne comment accepter. Comment accepter les choses qui sont hors de notre contrôle. Parce qu'on comprend, j'espère, que malgré ce qu'on essaie de faire, malgré nos planifications, malgré nos aspirations, qu'il va toujours avoir des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Hein, le COVID nous a tout montré ça. Il n'y a personne qui a choisi ça, il n'y a personne qui pouvait la changer non plus. Alors, tout le temps, on a besoin de faire le choix de juste qu'on va mettre notre temps et notre attention. Ça va-tu être sur les choses qu'on contrôle ou bien sur les choses qu'on ne contrôle pas? Puis moi, je vais vous lancer le défi de dire, évalue ta journée et évalue où est-ce que tu mets ton temps et ton attention à tous les jours. C'est-tu sur les choses que tu contrôles ou bien sur les choses que tu ne contrôles pas? Je sais, pour moi, dans cette salle, dans cette chambre-là à l'hôpital, je dépensais beaucoup de mon énergie sur les choses que je ne contrôlais pas. J'étais fâché et frustré contre la situation. Je voulais pas être à l'hôpital, je voulais pas être dans ce lit-là, je voulais pas être malade, mais rien que je pouvais faire. Puis ça m'a pris des semaines, puis des semaines, puis des semaines avant que j'ai réalisé qu'il fallait que j'accepte que j'étais dans cette chambre-là. Il fallait que j'accepte que j'étais malade. Et là, je pouvais mettre mon temps et mon énergie sur les parties de situation que je pouvais changer. Bon, c'est-tu facile à faire? Absolument pas. Ça prend du pratique. Ça prend un effort. Ça prend une intention de dire non. Moi, je ne vais pas gaspiller mon énergie d'être fâché après des choses que je ne peux pas changer. Puis je sais que chacune de vous autres, vous avez passé ça à travers le COVID, mais il y a d'autres choses dans la vie aussi. Peut-être vous avez des défis avec l'apprentissage. Peut-être vous avez des défis de santé différents que les miens, mais d'autres défis de santé. Peut-être que tu as des défis avec ta famille ou avec les amis. Tu sais, on a tout quelque chose. Même la personne que tu regardes dans l'école ou sur les médias sociaux, puis tu regardes, puis tu dis, bon, ben, cette personne-là, là, ils n'ont pas de problème. Là, j'aimerais d'avoir leur vie. Je te garantis que cette personne-là a des problèmes eux aussi. Mais la question, c'est, on va-tu mettre toute notre attention, toute notre énergie sur ce qui va mal, ou bien vas-tu prendre le temps d'apprécier ce qui va plus bien? Quand j'ai commencé à changer mon perspective, mon expérience de ma journée, jour à jour à l'hôpital, a commencé à changer aussi. J'ai commencé à percevoir que, bien, c'était difficile, c'était pas quelque chose que j'aurais choisi, mais au moins, je vivais dans un pays où il y avait une chance à vivre. Si moi j'étais né à plusieurs d'autres pays dans le monde, les médecins n'auraient pas eu les ressources pour même m'offrir la chance d'avoir un greffe de carré pour moi. J'ai passé au fait de 6 mois dans l'hôpital avant que c'était tout fini. Puis j'ai passé presque peut-être 2-3 jours dans ces 6 mois-là que j'étais tout seul. Soit mon père, ma mère, un de mes frères, un ami, quelqu'un était là pour me visiter, pour m'accompagner, pour me faire rire, pour jouer des jeux de société, pour regarder des films avec moi tous les jours. Puis il y avait plein de monde qui était là, qui passait à travers des choses difficiles eux aussi, puis ils le faisaient tout seul. Alors, le plus que je vous regardais d'une manière différente, le plus que je voyais qu'il y avait bien des choses qui allaient bien malgré la situation difficile. Puis je pense pour vous autres, c'est le cas aussi. Si on fait l'effort de regarder avec une perspective différente, on peut voir plein de choses qui vont bien dans notre vie, même s'il y a des choses qui vont mal. Mais on ne les voit pas avant qu'on accepte que ce qui ne va pas bien,
pour qu'on mette notre attention sur ce qui va bien. Maintenant, si qu'on reste là, qu'on accepte ce qui va pas bien, si qu'on accepte les choses qui sont hors de notre contrôle, c'est bien beau, mais si qu'on reste là, bon, ça va pas marcher. On n'est pas résilient, parce que si qu'on reste là, on devient des victimes. On devient une personne qui peut voir qu'il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont mal, mais tout qui va mal, c'est hors de leur contrôle. Tout qui va bien, c'est dans leur contrôle. Puis ils deviennent victimes. Tout est la faute à quelqu'un d'autre. Soit que c'est leurs parents, le gouvernement, l'enseignant. Il n'y a rien qui peut changer qui est dans leur contrôle. Puis c'est pas ça le cas. Alors il faut passer de pas juste accepter, mais là de dire, OK, ben qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que sont les choses que je contrôle? Et je vais essayer de changer ces affaires-là. Alors, la deuxième étape, c'est de dire, qu'est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux m'adapter à la nouvelle situation? Et quels sont les outils que j'ai besoin pour le faire? Si on revient dans la salle d'hôpital, je garde alentour de la salle d'hôpital, puis je me dis, OK, ben, je suis pris ici, je suis malade. Ça, je peux pas changer. Mais qu'est-ce que je peux changer? Bien, ben, on regarde les 4 murs beige, puis on dit, ben, on peut-tu faire quelque chose pour ça, parce que c'est pas mal laid, puis c'est pas trop... Ça sent pas comme chez nous. On a décoré les murs. T'sais, on a mis des photos, puis les cartes que le monde envoyait, puis on a commencé à décorer les murs. Je gardais mon lit, qui était un lit d'hôpital, puis c'était pas trop confortable, puis ça se sentait pas comme le mien. Puis on a dit, OK, ben, on va amener les draps, puis les couvertes, puis mon oreiller de chez nous, pour que ça sente plus comme mon lit. On a amené mon linge pour que je pouvais m'habiller comme moi-même. Parce que là, je pouvais regarder dans le miroir puis je me sentais comme moi-même et non comme un patient. Et ma mère a amené du manger aussi. Ma mère est un très bon cook, puis on sait tous que le manger à l'hôpital, c'est pas trop bon. Ça, on a fait toutes sortes de petits changements, des petits ajustements. Que, à la fois, c'était pas une grosse affaire. Puis ça n'a pas changé toutes les circonstances, mais ça a complètement changé mon expérience de la même situation. Quand j'étais encore dans l'hôpital, j'étais encore malade. Mais là, mon expérience de cette chambre-là était transformée. C'est ça que adaptation peut faire. Puis les bonnes nouvelles, c'est que vous êtes tous capables. On l'a tout fait. Ça fait 2 ans et demi qu'on le fait. Hein? On s'adapte. Car pense de nouveau si tu penses comme 2019, okay? Tu étais comme 6e, 7e, 5e année. Puis si que j'aurais dit dans ce temps-là, quand tu arrives à secondaire, là, il va passer 2 ans de temps jusqu'à il faudra que tu portes des masques à tous les jours. Il faudra que tu laves tes mains. Il faudra que tu apprennes virtuellement pour un bout de chez vous. Tu m'aurais regardé comme si j'étais fou. Mais on l'a fait. C'était-tu étrange au début? Oui. Mais on s'accoutumait au fur et à mesure, n'est-ce pas? Puis après un bout, c'était rendu que c'était assez normal qu'avant de sortir de la maison, on faisait sûr qu'on avait les clés, puis notre portefeuille, puis notre masque. C'était juste partie de la vie. C'est ça que c'est l'adaptation. Ça n'a pas besoin d'être épeurant, ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires, mais si on est... si on le fait avec l'intention, ça peut complètement transformer notre expérience. Alors, regardez vos défis tout de suite dans votre vie et pensez, où est-ce que je pourrais faire une adaptation? Où est-ce que je pourrais faire un ajustement qui pourrait changer mon expérience de cette situation ici? Si j'ai des défis à prendre, y a-t-il des changements que je peux faire? Je peux m'asseoir plus en avant? Je peux te demander pour de l'aide? Peux-tu mettre une autre demi-heure ou une heure à étudier? Si j'ai des défis à chez nous, est-ce que je peux demander pour l'aide d'un conseiller ou d'un psychologue? Si j'ai des défis de santé, je peux-tu manger mieux ou faire de l'exercice ou plus dormir? Qu'est-ce que les choses que je peux faire?
Malheureusement, la plupart de nous autres, on continue de faire les choses de la même manière parce qu'on est habitué et parce que des fois, on a peur de changer. Mais ces ajustements-là, les adaptations qu'on fait, ça peut nous aider à trouver des solutions à plusieurs problèmes. Puis ça peut nous donner des opportunités qu'on savait même pas qu'elles étaient là. Je vous donne un autre exemple. Plusieurs années après mon greffe, j'étais retourné à Moncton. Puis je travaillais dans un bureau, c'était avant que j'ai commencé d'être un conférencier. Et un jour, une personne que je travaillais avec, Janice, elle m'a approché et elle a dit Marc, qu'est-ce que tu fais la fin de semaine? Il faut que je dise que Janice était très belle, puis je pensais qu'elle voulait que je sorte avec elle, souper. J'étais pas mal excité. Mais Janice a dit veux-tu sortir sur un blind date avec un de mes amis? Bon, premièrement, pas la question que j'espérais. Deuxièmement, je sais pas pour vous autres, mais moi j'ai regardé assez de reality TV, j'ai déjà entendu assez des histoires pour savoir qu'une blind date, je pense pas. Tu sais, j'étais presque rendu à ce point-là, mais pas encore. Puis ceci, c'est longtemps avant swipe left, swipe right, puis toutes les choses que vous faites aujourd'hui. Là. Mais j'ai pensé, blind date, non, je crois pas que je vais faire ça. Là. Mais là, je m'ai arrêté. Puis vite, j'ai fait une liste dans ma tête de toutes les femmes qui m'avaient appelé pour me demander de sortir avec eux. Puis il n'y avait personne sur la liste. Puis j'ai pensé, Marc, tu vas au travail, tu vas à la maison, tu passes du temps avec tes amis à la fin de semaine, mais comme tu sors pas au club, puis juste tu vas rencontrer quelqu'un. Peut-être tu devrais prendre la chance. Alors, malgré mes inquiétudes, j'ai tourné à Janice puis j'ai dit, sais-tu quoi? Oui, je sortirai sur un blind date avec ton ami. Janice vient tout excitée tout de suite. Puis elle a été tout de suite planifiée la soirée. Je crois qu'elle a planifié la soirée puis notre mariage tout en même temps, mais en tout cas. Quelques heures plus tard, elle revient et dit, OK, c'est tout prêt. Vendredi soir, 7h, Boston Pizza, fais sûr que t'es là. Boston Pizza? OK, fine. Bon, ce vendredi soir arrive, moi j'arrive à Boston Pizza à 7h, inquiet. Puis j'attendais la mère Janice, mais aussi Janice et son chum. T'es supposé avoir un double date, que ce soit moins épeurant pour tout le monde. Moins difficile. So, j'arrive dans le restaurant, puis je regarde autour, puis j'essaie de trouver Janice puis son ami, puis je peux pas les trouver. J'ai regardé tous les tables de 4, ils sont pas là n'importe où, comme, je peux pas les trouver. Mais finalement, dans le coin de mon œil, je vois un mec qui wave. Je pense, qu'est-ce qui est ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est Janice. Mais c'est Janice à une grosse table avec 11 autres personnes. Puis moi, j'ai pensé, moi, je vois pas là, ça regarde comme si qu'ils vont. Je sais pas ce qui se passe, mais ça regarde dangereux, ça regarde épeurant. Moi, je restais. Puis Janice, oui, puis elle vient frustrée, comme qu'est-ce qui se passe, c'était tout confus. Finalement, elle vient me voir, puis elle était comme, qu'est-ce qui est ton problème, comme qu'est-ce qui se passe, comme tu viens pas. J'étais comme, qu'est-ce qui est toute cette gang-là? Ah, c'est vrai, elle dit, j'ai oublié de te dire. So, mon ami était vraiment inquiet pour cette blind date. Alors, elle m'a demandé si qu'elle pouvait inviter des amis avec elle. J'espère que c'est correct avec toi. What? C'est la première fois que je sors sur une blind date. Je n'ai pas tous les règlements, mais je suis pas mal sûr que tu n'as pas le droit d'amener comme une équipe avec toi. Puis si oui, moi je devrais avoir une équipe avec moi aussi pour supporter moi, puis je ne les ai pas. So là, j'ai un choix à faire, n'est-ce pas? Choix numéro 1, virer de bord puis sortir de la porte. Puis je vais vous dire, c'est ça que je voulais faire. Choix numéro 2, suivre Janice à la table, rencontrer cette gang de juges qui va évaluer tout ce que je fais pendant les prochaines 2 heures. Puis j'aimerais vous dire que c'était du courage, c'était pas vraiment du courage, c'était juste, je savais plus quoi faire. Alors je m'ai décidé de suivre Janice à la table. J'ai rencontré son ami, son chum, le gang de juges, puis on a passé une soirée ensemble pas mal étrange.
Tu sais, j'essaie de rencontrer puis de connaître cette fille ici. Puis en même temps, je suis conscient qu'il y a comme 10 personnes, 17 des yeux qui nous starent tout le temps puis nous évaluent. Je gardais pour des cartes avec des nombres dessus, les juges qui me donnaient des notes. En tout cas, je sais pas ce que mes notes étaient à la fin de la soirée, mais ça a l'air que ça passait assez bien. J'en étais tout excité le lundi matin. Wow, mon ami t'aimerait beaucoup, puis ça aurait bien marché. En tout cas, on a sorti ensemble encore le fin de semaine d'après, juste nous deux, puis c'était beaucoup. Ça passait beaucoup plus facilement. J'ai sorti avec l'ami à Janice pour 18 mois, un an et demi. So, ça valait la peine. Puis après ça, j'ai pensé, ben, je devrais faire sûr que, euh, que ça continue, là, parce que j'aime vraiment cette fille-ci. Alors, je lui ai demandé si elle voulait me marier. Maintenant, ça fait 16 ans qu'on est mariés, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, et on a 3 enfants en santé, Emma, Mathéo, Caleb. Et je sais qu'il y en a de vous autres, probablement plus les filles, qui sont comme « Ah, oh, c'est pas cute ». Puis il y en a d'autres qui sont comme « C'est pour mes enfants, c'est pour mes frères et sœurs, pourquoi que je care about ça ». Manque pas le point de l'histoire. Le point de l'histoire, c'est que si que j'aurais pas adapté cette journée-là, ma vie regarderait complètement différent. Mes enfants auraient jamais été nés parce que moi et leur mère, on n'aura jamais rencontré si j'aurais choisi de ne pas s'adapter cette journée-là. Si j'aurais rentré dans le restaurant, j'aurais vu cette gang de monde-là, j'aurais dit, c'est pas ça que je m'attendais. Moi, je t'école. Ma vie serait complètement différente aujourd'hui. J'aurais complètement manqué cette opportunité-là. Parce que j'ai décidé de le faire même si j'étais inquiet, même si j'étais pas sûr. Ma vie est beaucoup mieux que ça aurait pu être. Puis il y a bien d'autres exemples de ma vie que c'est le cas. Puis vous autres, je pense que c'est aussi vrai. Je pense qu'il y a probablement des opportunités que vous avez eues parce que tu as choisi de s'adapter. Alors je vous encourage, adapte plus facilement. Adapte plus vite. Parce que notre vie va continuer à changer, le monde va continuer à changer. Si c'est pas COVID, ça va être quelque chose d'autre. Les bonnes nouvelles, c'est que ça n'a pas besoin d'être des gros changements et que même si c'est étrange, ça ne veut pas dire que ça cause du mal, la peine. C'est juste différent. Puis différent, c'est correct. T'sais, des fois, on est assez accoutumé à faire des choses d'une telle manière qu'on ne veut pas changer. Mais les changements, ça peut être bon des fois. C'est juste différent. Je vous donne un exemple. Assoyez-vous dans ta chaise puis juste plie tes jambes de même. Bon, si vous n'êtes pas au courant, tu fais ça de la même manière tous les fois, sans penser. C'est juste une habitude. Puis je peux vous montrer que c'est vrai parce que maintenant, je vais vous demander de plier vos jambes, vos bras, de l'autre manière. C'est au lieu de même, l'autre bras en haut. Ça sent peut-être un peu étrange. Peut-être même tu as eu la misère à trouver comment est-ce que ça fait. Mais pensez-vous que si tu pratiquerais de le faire de l'autre manière, je ne sais pas pourquoi tu le ferais, mais si tu pratiquerais, ça deviendrait normal. Ça deviendrait la manière que tu le fais. Pareil comme de porter une masque, ça est devenu normal. C'est ça que c'est d'adapter. Puis c'est comme ça qu'on peut devenir plus résilient. En s'adaptant plus vite, plus facilement. Bon, cela on a dit accepter, on a dit adapter. Ben là, qu'est-ce qui vient après ça? Parce que le problème pour la plupart de nous autres, c'est que on peut s'adapter, on peut changer, on l'a fait. Mais après un bout, ça devient fatigant. Ça devient difficile. Combien d'entre nous, on a dit, regarde, j'ai fait plein de changements. Ça fait 3 ans qu'on fait des changements. Tu sais, on va à l'école, on va pas à l'école. On porte des masques, on porte pas de masque. On fait virtuellement, on le fait pas virtuellement. Tu sais, j'aimerais juste avoir de stabilité. J'aimerais juste que ça reste pareil. Comment est-ce que je continue d'avancer, puis de changer, puis de faire des ajustements tout le temps? Ben, le secret, si qu'il y en a un, c'est d'avoir un objectif clair, de savoir pourquoi qu'on le fait.
Moi, j'aime de dire que si on sait pourquoi qu'on fait quelque chose, si on sait la raison pourquoi, ben là, trouver la manière, c'est beaucoup plus facile. La manière, c'est moins important, puis on peut trouver l'énergie si qu'on sait que ça vaut la peine, si qu'on sait jusqu'on va. Et c'est pour ça que la prochaine étape pour être plus résilient, c'est d'aspirer. C'est de demander qu'est-ce que je veux dans ma vie. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Puis si vous êtes comme la plupart du monde, tu t'as pas pris beaucoup de temps à penser à cette question-là. Puis à trouver les réponses à toi-même. C'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire comme carrière si vous savez, puis sinon c'est correct? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont les buts que tu veux atteindre? Parce que là, c'est bien plus facile de travailler fort. Pense à quelque chose que tu as fait dans ta vie qui était difficile. Peut-être c'était un test que tu as réussi, peut-être que c'est quelque chose que tu as fait dans les sports ou dans les arts. Maintenant, tu fais des choses difficiles. Probablement la raison pourquoi, c'est parce que y avait quelque chose que tu voulais. Tu avais un objectif. Et là, ça te donnait la motivation de travailler dessus. Tout le monde me dit des fois, Marc, comment tu as passé à travers de cette expérience-là de transplantation? Comment tu as vécu de vivre dans l'hôpital pour 6 mois? 6 mois jusqu'à chaque jour, tu savais que tu pourrais mourir. Puis là, comment tu as sorti de ça, tu as survécu la transplantation, la chirurgie. Puis éventuellement, tu as couru des marathons, tu étais le seul dans le monde qui l'a fait. Ben, je l'ai dit, c'est beaucoup de choses, car j'ai eu beaucoup de support. J'ai eu des soins médicaux qui étaient excellents. Mais c'est aussi parce que j'avais une vision claire de ce que je voulais dans ma vie. Je pouvais m'envisionner d'être un homme en santé de nouveau. D'être quelqu'un qui était capable de faire de l'exercice. Parce que pour des années, je ne pouvais pas le faire. J'étais trop malade. Et c'est cette vision-là que je travaillais pour. C'est pour ça que je battais pour ça. Puis ça m'a soutenu jusqu'à point que finalement, le 6 septembre 2002, ça fait 20 ans, j'étais dans ma chambre d'hôpital, en train de regarder la télévision avant de coucher. Imagine-toi, c'était la même routine comme tous les soirs. Ta mère ou ton père qui te visitait avant de retourner chez eux pour dormir. Tu étais tout seul dans ta chambre, tu regardais un peu de TV, puis là, tu dormais. Puis juste avant de dormir, l'infirmière arrive à la porte. Elle dit, hey, une appel pour toi au bureau d'infirmière. Bon, ça fait 6 mois que tu es à l'hôpital, il y a un téléphone à côté de ton lit. Tu ne reçois jamais d'appel au bureau d'infirmière, il y a quelque chose qui se passe. Tu suis l'infirmière dans le bureau d'infirmière, quelqu'un te passe le téléphone, puis un étranger sur l'autre bord de la ligne vous dit, on a trouvé des organes pour toi. Puis il y a une minute de silence parce que tu es en train d'absorber ce qui vient juste de se passer. Merci, tu l'as dit, puis tu accroches le téléphone. Maintenant, c'est plein d'activités, il faut que tu appelles ta mère, et elle vient à l'hôpital, tu te prépares. Les chirurgiens commencent à se préparer aussi. Ça prend des heures, puis des heures, puis des heures, mais finalement, ils sont prêts à 5 heures le matin. L'équipe arrive à la porte pour t'amener dans la salle d'opération. Puis t'as un instant, un moment. Je me rappelle, je regardais ma mère me regardait sur le lit. Il était prêt pour m'amener dans la salle d'opération. Puis on avait comme un instant à se parler. Puis je voyais dans ses yeux qu'elle cherchait la même chose que moi, cherchait les mots à dire. Quels mots qu'on va se dire? Parce qu'on sait que c'est peut-être les derniers mots qu'on va se dire. Puis j'ai dit à ma mère, Maman, je vais te voir bientôt. Puis ils m'ont amené dans la salle d'opération. J'étais dans la chirurgie pour 7-8 heures de temps, puis ensuite dans le soin intensif pour 5 jours. Puis pour les premiers 5 jours, je me rappelle de presque rien. Parce que les médicaments qu'ils donnent sont très très forts. Je me rappelle qu'il y avait comme des éléphants qui volaient, que je voyais. J'étais pas là.
des insectes qui grimpaient des murs, plein de choses des rêves folles. Mais la troisième, quatrième journée, j'étais conscient pour quelques minutes. Puis je m'ai réveillé, puis peut-être t'as eu une expérience un peu semblable. Si t'as jamais couché dans un hôtel ou chez un ami ou quelque chose, quelque part qui est pas votre chambre, puis tu te réveilles pour un instant, tu t'es perdu, tu sais pas où ce que t'es. So, moi, je m'ai réveillé dans le soin intensif, puis ça gardait comme une autre planète. J'ai aucune idée qui où ce que j'étais, qu'est-ce qui se passait. J'ai essayé de parler, de demander à quelqu'un où ce que je suis, qu'est-ce qui se passe. Je pouvais pas parler parce qu'il y avait une machine, une tube dans la gorge pour m'aider à souffler, puis ça me prévenait de te parler. Finalement, ma mère a vu que j'essayais de communiquer. Puis elle a dit, regarde, je vais chercher un papier puis un crayon, puis tu peux écrire. Puis moi, je vais lire tes questions, puis ou lire ce que tu as à dire, puis on pourrait se communiquer comme ça. Soit, je cherche un crayon puis un papier. Elle me les donne. Puis j'écris la première question qui était sûre que j'avais à ce point-là. Maman, quelle heure qui est? Ça fait pas du sens que ça c'était la première question. Peut-être ça aurait dû être comme ça a-tu bien passé la chirurgie ou. Tu sais. Mais en tout cas, c'était ça mon question. So, je l'ai écrit le plus que je pouvais, le mieux que je pouvais. Puis j'ai donné la feuille à ma mère. Puis ma mère a pris la feuille. Puis elle l'a gardée pour longtemps. Puis moi, je peux pas parler, mais dans ma tête, je pense, qu'est-ce qui t'a problème? Tu sais, c'est sain passé, là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être capable de lire et d'être capable de dire le temps, puis je sais que tu es capable de faire les deux, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, elle a juste gardé le papier pour comme 2-3 minutes, puis elle l'a mis sur la table, puis elle a décollé, puis j'ai pensé, qu'est-ce qui se passe? J'étais assez frustré. Finalement, 2-3 jours après, ils vont baisser les niveaux des médicaments, j'étais plus alerte, plus conscient. Ma mère va rentrer encore de nouveau pour me visiter le matin. Elle dit, je voulais te montrer quelque chose, by the way. Puis elle sort de sa poche un petit morceau de papier. Elle me le passe. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui est ceci? Ben, elle dit, c'est ça la note que tu m'as écrite l'autre jour. Peut-être que tu peux comprendre pourquoi j'ai eu un petit peu de misère à le lire. Mais j'ai dit, ben, honnêtement, c'est pas si pire que ça quand tu penses à les médicaments que je te dis. Là. C'est 3 quarts du mot what en anglais. Hein? W-H-T. C'était une horloge pas pire. T'aurais pu mettre ça ensemble. En tout cas, maintenant, je promène comme conférencier partout dans l'Amérique du Nord. Je parle à beaucoup d'écoles chaque année. Puis souvent, il y aura un enseignant, directeur, directrice qui me demande peux-tu parler aux jeunes à propos des drogues? Je dis ben, j'ai pas vraiment d'expérience avec ça. Ben, ok, j'ai une petite annonce pour vous. Alors, voici, mes amis, ton cerveau sur les drogues. Fais-les pas, c'est pas bon pour toi. En tout cas, ça c'était jour 3 après mon greffe de cœur et poumon. Jour 6, il y a quelque chose qui était incroyable qui arrivait. Puis j'aimerais de vous expliquer, mais je peux pas vraiment l'expliquer. C'est quelque chose plutôt que tu as besoin de voir. Alors je vais vous montrer. Mais non, c'est pas une belle photo, ok? Il n'y a pas de sang ni rien, mais préparez-vous parce que c'est quelque chose de pas trop beau, là. Bon, voilà. Me voici 6 jours après un greffe de cœur et poumon. Vous pouvez voir, je suis très maigre, je pesais à peu près 80-85 livres. J'ai encore des agrafes qui vont de ma barre gauche à ma barre droite pour tenir la cicatrice ensemble. Ça faisait 5 jours que je n'avais pas marché tout seul, ça faisait 5-10 ans, 10 ans probablement, que je n'avais pas couru. Mais cette journée-là, j'étais assis dans le lit et j'ai entendu quelque chose très étrange qui m'a changé ma perspective. J'ai entendu un battement de cœur régulier et fort. Le battement du cœur de quelqu'un d'autre dans ma poitrine. Et je me demandais, qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible maintenant? Parce que hier, je pouvais pas marcher plus que 50 mètres sans être essoufflé.
Mais maintenant, là, j'ai un cœur et des poumons qui marchent bien. Qu'est-ce qui est bien possible? Je pourrais-tu peut-être courir un marathon? Bon, j'ai-tu sorti du lit le lendemain matin et j'ai commencé à courir? Bien sûr que non. J'avais besoin de l'aide juste pour me rendre de mon lit aux salles de bain la première journée. Mais j'ai commencé à m'entraîner. J'étais au gymnase à l'hôpital 3 fois par semaine pour 3 mois. J'ai commencé à marcher sur le treadmill pour 4-5 minutes. J'ai levé des poids, des tout petits poids. Je me rappelle encore, j'ai commencé avec un petit poids de rose de 1 livre, parce que c'est tout ce que ces bras-là pouvaient faire. Mais chaque journée que j'ai rentré, je faisais un petit peu plus, un petit peu plus, je venais un petit peu plus fort, un petit peu plus fort. Après les 3 mois à l'hôpital, j'ai continué à m'entraîner moi-même. Finalement, j'ai pu courir un 5 km, un 10 km. J'ai célébré ma fête de 26 ans, un fait que je pensais que j'allais jamais voir, en courant un demi-marathon. Et finalement, 2 ans et demi plus tard, après d'avoir entraîné pour 2 ans et demi, j'ai pu courir le premier marathon. Et je vous montre pas ces 2 photos-là pour vous dire, regarde-moi, regarde ce que j'ai fait, je suis pas spécial. Je vous montre ça pour vous dire, si moi je suis capable de faire ça, ben qu'est-ce que toi tu es capable de faire? Puis je vais vous dire que tu es capable de faire bien plus que tu crois. Probablement, tu as juste oublié. Parce que je sais qu'on est tous nés avec une sens qu'on est capable de faire plein de choses. Bon, maintenant, des motivateurs aiment bien dire, les conférenciers aiment bien dire, tout est possible, tu es capable de faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Tu sais, moi, quand j'avais 5 ans, je voulais jouer du panier professionnel. Je voulais être dans les NBA. Puis là, comme adulte, je suis 5 pieds 0. Jouer le ballon panier professionnellement, ça va pas aller pour moi. Mais malgré ça, c'est qu'il y a des choses qui sont impossibles. Il y a bien plus de choses qui sont possibles. Puis on est tous capables de faire plus qu'on croit. Car moi, je suis ici aujourd'hui à cause d'une chirurgie qui n'existait pas quand j'étais né. Ça veut dire que quelqu'un a eu le courage d'essayer de faire le premier greffe. Le premier greffe de cœur, le premier greffe de poumon, le premier greffe de cœur et poumon ensemble. Et c'est à cause de cette personne-là que je suis en vie aujourd'hui. L'homme ou la femme qui découvre comment de guérir le cancer, ou bien de sauver notre planète, l'environnement. Ça se peut que cette personne-là écoute ce programme ici aujourd'hui. Peut-être c'est un de vous. Mais je te garantis une chose, ça ne sera pas toi si tu n'es pas capable, si tu n'es pas ouvert à avoir des aspirations, et des grandes aspirations. De te pousser, de s'étirer, de visionner plus grand que tu visionnes aujourd'hui. Puis je vais vous montrer vite comment est-ce que tu es capable de faire plus que tu crois. Assis-toi juste vite dans ta chaise et prends ta main droite, ça va regarder comme ta main gauche sur l'écran, et mets-le le plus haut que tu peux. Plus haut que tu peux, jusqu'à temps que tu ne peux plus aller plus haut. Puis quand tu crois que tu es arrivé le plus haut que tu es capable d'aller, tu essaies de toucher le plafond, là, mais ça ne veut pas aller plus haut. Prends ta main gauche puis voir si tu peux aller plus haut que ta main droite. Stretch, stretch, stretch. Y en a-t-il un de vous qui a trouvé que ta main gauche ou ton bras gauche est plus long que ton bras droit? Tu savais pas, même pas. C'est pas le cas. La même chose marche l'autre manière. Mais c'est rien que vous dire que ce qu'on croit qu'on est capable de faire et ce qu'on est actuellement capable de faire, c'est pas la même chose. Moi, j'aurais jamais su que j'étais capable de courir un marathon avec un cœur et 2 nouveaux poumons sans essayer. Sans avoir le courage de se pousser puis juste de voir, c'est-tu bien possible? Alors, avoir une vision, une aspiration qui nous excite, c'est très, très important.
Puis regarde, ça se peut que tu vas faillir, ça se peut que tu vas pas se rendre. Mais qu'est-ce que j'ai découvert dans ma vie, c'est que c'est pas vraiment l'objectif qui est important. C'est la poursuite de l'objectif qui est important. C'est pas ce qu'on va atteindre avec nos objectifs, mais la personne qu'on va devenir en la poursuivre qui fait la différence. Moi, j'ai fait 4 marathons, j'ai fait 6-7 demi-marathons, j'ai eu des médailles pour tous les marathons que j'ai faits. Je pourrais pas te dire ce qui sont les médailles. Si on a une boîte quelque part, je l'ai donné un coup. Parce qu'après un bout, j'ai réalisé que c'était pas le médaille qui comptait. C'est qui ce que j'ai devenu, les leçons que j'ai apprises, le caractère que j'ai bâti à travers de ces expériences-là. C'est ça qui était le vrai trésor. Alors, c'est quoi tes objectifs? Je vous encourage de les écrire. Prends un morceau de papier, prends une petite carte, puis écris-toi 2-3 objectifs que tu as. Puis tiens-les avec toi. Puis quand ça vient décourageant, quand ça vient difficile, souviens-toi de ce que tu essaies d'accomplir. Puis ça va vous donner l'énergie, le courage de continuer à faire l'effort que tu as besoin de faire, mettre le travail pour les accomplir. Puis c'est ça que la dernière étape de devenir plus résilient, c'est de prendre l'action, de passer à l'action. C'est bien beau d'avoir des rêves, des objectifs, des choses qu'on veut faire, mais si on ne prend pas l'action, si on ne fait pas quelque chose, il n'y a rien qui change. J'utilise toujours cette photo ici, c'est la photo du cathédrale Sacré-Cœur en Paris, pour vous démontrer les leçons-là, parce que j'ai eu l'expérience d'aller la voir quand j'ai compétitionné pour l'équipe canadienne aux Jeux des greffés à Nancy, à France, en 2003. C'est comme les Olympiques pour le monde qui a eu des greffes. Il y avait du monde de toutes sortes de différents pays. En tout cas, j'ai visité le cathédrale, puis ils m'ont expliqué que ça a pris au fait 140 ans pour le bâtir. Qui veut dire qu'il y a du monde qui a commencé à travailler dessus, qui ne l'avons jamais vu fini. Hein? Il y a des charpentiers, des menuisiers qui ont venu mettre leur travail à tous les jours, puis ont vu du progrès, mais n'ont jamais atteint le but de finir le bâtisse, parce qu'ils sont morts avant. Ça a pris trop longtemps. Mais ils ont eu la mentalité que ça vaut la peine juste de le faire, de le travailler dessus, d'être parti de quelque chose. Puis de faire mon mieux à tous les jours, puis de faire mon parti. Et c'est ça que c'est passer à l'action. C'est que ce que je peux faire aujourd'hui. Je sais que je ne vais pas réaliser mon rêve demain, ou le lendemain, ou 2 semaines de maintenant. Mais si je mets un peu d'effort, puis un peu d'effort, puis un peu d'effort, éventuellement, je vais accomplir quelque chose de grand. Mais ça prend un gros rêve, puis ça prend l'action à tous les jours. Moi, je dis tout le temps, beaucoup de monde qui me dit « Wow, t'as couru des marathons, moi, je pourrais jamais faire ça. » Puis je dis tout le temps la même chose. C'est pas que tu peux pas le faire, c'est que tu veux pas le faire. Tu sais, pour faire un marathon, c'est assez simple. C'est difficile, mais c'est simple. Tu te mets à la ligne de départ, quelqu'un vous dit « Go », puis ensuite tu mets un pied devant l'autre. Tu prends un pas à la fois jusqu'à temps que tu arrives. Pas plus compliqué que ça. Puis là, la question devient vraiment, je veux-tu vraiment le faire ou non? Dans tous mes marathons, il y avait toujours un point vers 3/4, 4/5 du chemin que je me demandais, je veux-tu vraiment faire ceci? Parce que t'es fatigué, ça fait mal. Ton corps ne veut plus le faire. Puis chaque fois quand je me rendais là, il fallait que je pense plus de la ligne de finissant et seulement de prendre un autre pas. Ça a toujours rendu au point que c'était juste un pied devant l'autre, un pas à la fois. Et c'est le principe-là que j'utilise souvent dans ma vie quand ça devient difficile. Alors, si tu te trouves dans une situation jusque tu es découragé, ça prend trop longtemps, tu ne te sens pas comme si tu fais le progrès assez vite, juste prends un autre pas.
Lève-toi demain et fais le mieux que tu peux. Mets un pied devant l'autre. Et si vous faites ça, jour après jour après jour, il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas accomplir. Bon, avant de finir, un couple de petites choses que j'aimerais vous partager. Premièrement, comme on vous a dit, j'ai écrit un livre plusieurs années passées. C'est en anglais, malheureusement, il n'y en a pas un en français. Mais si tu l'aimerais de l'avoir, tu peux la télécharger. Va au site web là, markblack.ca slash freebook, markblack.ca slash freebook, et vous pouvez la télécharger si vous voulez. Et finalement, vous pouvez me trouver sur les médias sociaux. La plupart du temps, c'est Mark Black Speaks ou bien I am Mark Black. Je vois que Instagram, j'ai pas encore changé. Je viens juste de le changer, là. C'est I am Mark Black. C'est dit Mark Black Speaks, là, c'est pas ça. C'est I am Mark Black. Si tu le trouves, tu peux me trouver là. Instagram, TikTok aussi. J'espère que aujourd'hui, vous avez appris quelque chose qui est intéressant ou important ou utile, je devrais dire. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très très bonne deuxième semestre. Merci, bonne journée.